Salut les petits potes, c'est Delcor. Aujourd'hui, on se retrouve pour 6 nouveaux threads d'horreur. Alors tu vas voir, en termes de threads d'horreur, on a un petit peu de tout. Alors oui, il est vrai, Cookie n'est pas là en ce moment. Là en ce moment, il est sur une très grosse affaire, je vous laisse regarder ça. Ouais, ça va la cap, tes pouces bleus, abonnement, on est là. Alors oui, comme vous l'avez vu, c'est pas moi qui le dis, mais il a raison, un petit pouce bleu ou un abonnement, ça fait toujours plaisir. Bon allez, trêve de bavardage, mets-toi des petits écouteurs ou un casque, ce sera beaucoup mieux pour l'immersion. Alors attends, j'ai une petite info pour toi. Cette vidéo-là, vous l'avez énormément kiffé. Et beaucoup de gens m'ont demandé s'il y avait une suite à ça. La réponse c'est oui, et c'est dimanche 16 avril à 19 h que ça va sortir. Alors si jamais tu l'avais pas vu, n'hésite pas à te mettre à jour sur celle-ci. Alors pour ce premier thread d'horreur, eh bien on va commencer avec un thème que vous aimez bien. Je vous dis pas lequel, j'ai pas envie de vous spoiler l'histoire. Cette histoire m'est arrivée quand je vivais encore chez mes parents. Je me rendais à l'université à l'époque et j'avais 3 frères et sœurs qui vivaient également à la maison. Mon frère et 2 sœurs. Pour un certain contexte, nous vivons sur 5 hectares dans l'Ohio rural, entourés des 2 côtés par des bois et des champs agricoles. De plus, pendant la semaine, mon père partait normalement au travail à 2 h du matin. Donc j'avais toujours pensé que c'était mon travail d'être l'homme de la maison. Cependant, ce soir-là, parce que c'était le week-end, mon père était à la maison. Je me suis réveillé au son de la voix de mon frère essayant d'attirer mon attention. Nous avions des chambres séparées à l'étage et en sortant de nos chambres, vous pouviez regarder par-dessus la rampe et voir notre porte d'entrée. Quand je me suis réveillé, il m'a fallu quelques instants pour sortir de la brume et réaliser ce qui se passait. J'ai regardé l'horloge et il était environ 2 h 30 du matin. Et mon frère m'a dit qu'il y avait 2 hommes à notre porte d'entrée. Là, ça m'a vraiment réveillé. Nous sortons tranquillement de ma chambre et regardons vers la porte d'entrée. Quand nous avons regardé, il n'y avait personne à la porte. Mais j'ai remarqué mes parents sur le côté, hors de vue de la vitre de la porte d'entrée. Et j'ai chuchoté à mon père et il m'a dit qu'il y avait 2 gars qui se parlaient et frappaient à la porte. Entendre mon père dire cela m'a encore plus effrayé. Je suis retourné dans ma chambre et j'ai attrapé mon pistolet, descendant rapidement les escaliers après avoir vérifié qu'il n'était pas à la porte. S'il l'avait été, il m'aurait facilement vu descendre l'escalier car il est en vue directe depuis la porte. Mon frère est juste derrière moi alors que nous nous dirigeons vers l'endroit où se trouvent mes parents. Nous chuchotons pour essayer de découvrir ce qui se passe. Mes parents se sont réveillés au son de l'aboiement de notre chien. Ils se sont réveillés et ont pu voir que 2 hommes frappaient fort à la porte. Au bout d'un moment, les hommes reviennent et recommencent à frapper, malgré le fait que personne n'était venu à la porte pour leur ouvrir. Et en plus de ça, notre chien aboyait toujours activement. Le fait qu'ils étaient là à ce moment-là, dans un endroit où les maisons sont réparties sur des centaines de mètres, et qu'ils continuent à frapper avec un chien qui aboyait rendait la situation encore plus terrifiante. Après quelques minutes, les hommes se sont éloignés et nous avons tous traversé la cuisine dans la salle familiale pour jeter un coup d'œil par les fenêtres dans notre allée, qui d'ailleurs était éclairée par notre lumière extérieure. Et là, on a pu voir une Cadillac noire. Mais personne n'était à l'intérieur d'après ce que nous arrivions à voir. Immédiatement, quelqu'un a posé la question. Mais où sont ces hommes? Ils n'étaient pas dans leur voiture et ils n'étaient pas non plus devant la porte d'entrée. Malheureusement, on a trouvé la réponse quand on a pu entendre la porte arrière de notre maison commencer à trembler. Ils essayaient activement d'entrer par l'arrière de notre maison qui donne sur la cuisine. À ce stade, je me souviens juste que ma mère disait frénétiquement David à mon père alors que la terreur la submergeait. Puis 2 choses se sont produites. L'adrénaline a rempli mon corps alors que je préparais mon arme de poing, horrifié à l'idée très réelle que je pourrais avoir à tirer sur des hommes. Deuxièmement, mon père a finalement pris le téléphone, a appelé la police et leur a dit calmement ce qui se passait. Heureusement, après 1 minute d'agitation, les bruits à la porte arrière ont disparu. Mais les bruits ont recommencé peu de temps après sur la porte avant. Cependant, à ce stade, plusieurs minutes s'étaient écoulées. Et comme ça, sorti de nulle part, eh bien nous avons pu voir la police locale arriver, feu de patrouille allumé. Alors qu'ils pénétraient dans notre allée et notre cour avant, les 2 hommes se sont enfuis, tentant de courir le long du chemin autour de la maison à travers l'allée. L'un d'eux a disparu hors de notre vue, mais l'autre a été intercepté par un officier lui criant de se mettre à terre. Il ne l'a pas fait et il a été immédiatement tasé et il est tombé par terre. Certains des officiers ont fait le tour de la maison pour essayer d'attraper l'autre gars. Un des officiers est venu parler à mon père et moi pour que nous sortions devant. Ils ont fini par trouver l'autre homme qui se cachait dans la petite maisonnette de mes sœurs dans le jardin. Il semble que ces gars étaient totalement ivres et défoncés, puisque celui qui a été attrapé en second a essayé de cacher un petit paquet de poudre blanche. Bien qu'ils aient tous 2 été arrêtés cette nuit-là, nous n'avons jamais su de quoi ils étaient accusés ni ce qui leur était arrivé. Inutile de dire que toute cette expérience n'était pas amusante. Et voilà, c'est comme ça que se conclut ce premier thread d'horreur. Ah, je vous l'avais dit, je sais que vous, les intrusions, vous aimez bien. Alors oui, c'est pas une intrusion, mais c'est une tentative d'intrusion. Donc je le mets dans le thème. Bah oui, je peux tout à fait comprendre que la personne du thread d'horreur n'ait pas envie de vivre ça, que non, c'était pas amusant.
Tu te fais réveiller en pleine nuit par ton frère pour te dire qu'il y a 2 gars qui essayent de pénétrer dans la maison. Je sais pas si vous voyez le contexte, ils sont vraiment dans les États-Unis, dans des terres agricoles. Normalement, il y a personne qui vient chez toi en pleine nuit. Donc ouais, histoire vraiment pas marrante. Allez, on passe au 2e thread d'horreur. Alors pour cette histoire, eh bien je vais vous la faire à la première personne. L'histoire que je vais vous raconter s'est déroulée il y a 2 semaines et m'est arrivée avec 2 amies, Eleanor et Myrtille. Nous sommes toutes les 3 étudiantes à Nantes et passons beaucoup de temps chez Eleanor qui a le plus grand appartement de nous 3. Comme elle habite dans les quartiers nord, on a déjà fait pas mal de rencontres spéciales. Mais rien de bien alarmant jusqu'à cet après-midi. On est donc le jeudi avant les vacances de février et les facs sont bloquées. On décide donc d'aller travailler à une bibliothèque universitaire hors de notre campus puis d'aller chez Eleanor l'après-midi. Une fois chez elle, on a envie de boire l'apéro. Oui, à 14 h, mais c'est pas le sujet. Sauf qu'on n'a pas de fruits pour diluer l'alcool. On décide donc d'aller toquer chez son voisin d'en dessous. D'ailleurs, il nous ouvre totalement bourré avec un couteau à la main. On ne cherche pas à en savoir plus. Après avoir parlé avec quelqu'un dans l'appartement qu'on ne voyait pas, eh bien il nous a dit qu'il n'avait pas de jus de fruits. On coupe court à la discussion et il ferme sa porte. Après ça, on commence à avoir un peu peur, mais on décide quand même de toquer chez une autre voisine du même étage qui nous donne gentiment du jus. Sauf que pendant qu'on lui parlait, eh bien le premier voisin qui nous avait ouvert est sorti de son appartement pour nous fixer. Et dès qu'il a vu qu'on l'avait remarqué, il s'est dépêché de rentrer. Sur ce, on remonte à l'étage d'Eleanor et on en rigole en se disant qu'on a probablement exagéré. Et que c'était sûrement juste un mec bourré un petit peu paumé. On prend donc notre apéro et je précise qu'on a bu qu'un seul verre chacune. Donc nous étions tout à fait conscientes. Après ça, on a eu une petite envie de fumer. En sortant de l'appartement d'Eleanor, eh bien on croise un homme sur le palier qui monte dans l'ascenseur en même temps que nous. Il nous demande si on habite là et on répond oui en pensant que c'est juste un voisin qui veut faire la conversation. Sauf qu'il descend de l'ascenseur à l'étage juste en dessous du nôtre. Et il rentre dans l'appartement de celui qui nous avait ouvert complètement bourré. À ce moment-là, on comprend donc immédiatement qu'il était sur le palier d'Eleanor, parce que les 2 hommes dans l'appartement sont sortis quand on a pris l'ascenseur plus tôt pour voir à quel étage on s'arrêtait. Et qu'ils savent donc où Eleanor habite précisément. Sauf qu'on ne pense pas tout de suite à fuir. On se dit qu'on va simplement aller fumer puis qu'on va remonter. Prendre nos affaires et repartir ensuite. On commence donc notre clope et à peu près au milieu, l'homme qui était avec nous dans l'ascenseur descend fumer à son tour. Il se met à quelques mètres de nous en nous fixant sans parler. On se dépêche de finir et on rentre dans la résidence. Mais alors qu'on attendait l'ascenseur, on le voit rentrer derrière nous. Et il est rentré assez précipitamment vu qu'il en était à la moitié de sa clope. En entendant la porte s'ouvrir, on a paniqué et on est parti en courant dans les escaliers et on s'est enfermé chez Eleanor. Une fois en sécurité dans l'appartement, on est toutes les 3 prises d'un fou rire en se disant que certes c'était flippant, mais qu'on est sûrement hyper parano, genre le mec a totalement le droit de venir fumer une clope en même temps que nous. Sauf qu'au moment où on s'arrête de rire, on entend les portes de l'ascenseur s'ouvrir. Des pas d'hommes dans les couloirs et des coups frappés à chaque porte de l'étage. On comprend donc que c'est les 2 voisins du dessous. Surtout que c'était un jeudi en plein après-midi, donc la résidence était pratiquement vide. Ils terminent leur tour en frappant à notre porte. Alors qu'ils ont frappé une seule fois aux autres portes, ils s'acharnent pendant un bon quart d'heure sur notre porte. On décide donc de faire les mortes en espérant qu'ils partent. Et on a cru que c'était le cas quand les coups se sont arrêtés. Sauf qu'à partir de là, on a entendu l'ascenseur qui s'est remis à fonctionner. On a commencé à se dire qu'ils étaient partis, mais on n'a pas voulu sortir au cas où. Et on a eu raison. On a d'abord entendu la porte des escaliers claquer, mais pas comme si quelqu'un était parti et l'avait laissé se refermer d'elle-même. C'était plutôt comme si on l'avait claqué volontairement. En même temps, on se rend compte que l'ascenseur fonctionne en continu depuis plusieurs minutes mais ne s'arrête jamais. Normalement, les portes font un bruit très fort quand elles s'ouvrent. Mais là, on ne les entend pas alors qu'il n'y a aucun autre bruit que l'ascenseur. Je vous rappelle qu'on est jeudi après-midi et que la résidence est vide. Et nous-mêmes, nous faisons toujours les mortes. On comprend donc directement que l'un d'eux campe dans l'ascenseur pour qu'on ne puisse pas l'utiliser pour descendre. On comprend également que l'autre a claqué la porte des escaliers pour nous faire croire qu'ils étaient partis. Myrtille et moi envoyons des messages à nos amis pour qu'ils viennent nous aider à sortir, mais personne ne nous répond. Cette situation dure alors 1h40 jusqu'à ce qu'un de mes potes arrive en bas de chez Eleanor. On lui lance les clés par la fenêtre et il rentre. Sauf qu'il se trompe d'appartement. On se disait qu'en 1h40, les 2 hommes se sont sûrement lassés et qu'ils sont partis. On en trouve la porte de chez Eleanor pour voir si mon pote est au moins au bon étage. Sauf qu'au moment où on ouvre la porte, non seulement on ne voit pas mon pote, mais la porte des escaliers s'ouvre et celui des 2 qui était resté là a appelé l'autre. Il l'a appelé d'une manière vraiment très étrange, on aurait dit qu'il faisait du fourche-langue.
On a donc couru dans l'appartement et mon pote a fini par arriver. Entre-temps, les deux hommes étaient partis puisqu'ils ont dû entendre qu'on attendait quelqu'un. Mon ami nous a donc accompagnés jusqu'à l'arrêt de tram. Eleanor est partie passer la soirée chez Myrtille avant de rentrer chez ses parents pour les vacances. Et on n'en sait pas plus pour le moment. Eleanor a contacté la manager de sa résidence, mais il n'y a pas de caméra dans les escaliers ni dans le couloir. On attend de savoir s'il y en a dans l'ascenseur. Et pour vous dire, Eleanor doit encore vivre dans cet appartement sans savoir qui sont ces hommes, ni ce qu'ils nous voulaient. Et aussi, pourquoi ils ont agi comme ça. Bon, comme on l'a vu au début du thread, les gars d'en bas apparemment étaient totalement bourrés. Et qui dit totalement bourrés, peut-être qu'il n'y avait pas ça, peut-être qu'ils se sont pris des petits bonbons. Donc ouais, très chelou les gars. Déjà, depuis quand tu réponds à la porte avec un couteau à la main? Bon, ok, en tout cas, cette histoire, elle est très chelou. Allez, on passe au thread suivant. Alors l'histoire qui va suivre, je vais vous la faire à la première personne. Et pourquoi ça, tu vas me dire? Alors déjà, de 1, c'est une abonnée qui nous a raconté son histoire. Et cette abonnée, elle se prénomme Ezra. Sauf que moi, en ce moment, je lis un manga qui s'intitule Fairy Tail. Et dedans, il y a quelqu'un qui s'appelle Erza. Et je pense que si j'avais fait l'histoire à la 3e personne, j'aurais fait que fail. J'aurais dit Erza à la place de Ezra tout le temps. Donc je vais vous la faire à la première personne, ce sera plus simple. Allez, on commence tout de suite. Je m'appelle Ezra, j'ai 29 ans. J'ai déménagé à la campagne dans le sud de la France quand j'étais encore toute jeune. Avec ma famille, nous avons loué le 2e étage d'un vieux corps de ferme déjà habité au rez-de-chaussée par un couple de retraités. C'était une énorme maison avec une ambiance un peu sinistre. Je me souviens encore des vieux papiers peints un petit peu moisis. Je me souviens aussi du silence un peu spécial des pièces en pleine journée. C'était exactement le genre de maison qui pouvait être utilisée pour tourner des films d'horreur. Tout se passait plutôt bien. Moi et ma petite sœur avions de l'espace pour jouer. Nous avions trouvé une manière de communiquer par les conduits des vieux radiateurs de la maison. La voix portait tellement bien qu'on arrivait à se comprendre de ma chambre à la sienne. On essayait même de faire du morse en tapant légèrement sur le conduit. Jusque-là, notre nouvelle vie ne pouvait pas être mieux. Nouvelle maison, nouveaux amis, nouveaux chats. Tout a commencé par le décès du monsieur à l'étage du dessous. La famille avait décidé de faire la veillée du corps à domicile dans sa chambre sur un lit réfrigérant jusqu'à la fermeture du cercueil. J'avais l'habitude de regarder la chaîne Cartoon Network après le repas du soir. J'étais allongé sur le ventre au sol et j'étais gêné par un léger bruit. Il me semblait que ça venait du radiateur du salon. J'y colle mon oreille et j'entends une voix très légère qui parle. J'appelle ma sœur pour qu'elle écoute avec moi. Nous collons toutes les deux une oreille sur le radiateur. Le son venait de la pièce où il y avait la veillée pour le vieux monsieur d'en dessous. On entendait par les vieux conduits de radiateur les pleurs et les paroles de la famille dans la pièce où se trouvait le défunt. À partir de ce jour, l'atmosphère de la maison a un peu changé pour nous deux. Le temps passe et la dame décède également, ce qui pousse le propriétaire à proposer l'étage du bas à la location. Nous l'avons également pris comme nous allions avoir une 3e petite sœur. Ma mère et mon père à l'étage du bas et moi et ma sœur en haut. Il se passe quelques années et nous ne sommes toujours pas sereines dans cette maison. J'avais pris l'habitude de dormir avec ma sœur, avec les bruits nocturnes de tapement dans les vieux conduits, les bruits d'évier, la lumière jaune qui donne une ambiance assez particulière et ce total silence. C'était vraiment étrange. Mais c'était juste des peurs d'enfant. Enfin, jusqu'à cette fameuse nuit. J'avais gardé l'habitude de mettre un DVD dans ma PlayStation 2 pour que le son tourne toute la nuit grâce au menu de démarrage. Je me rappelle encore du son du DVD qui tourne dans la console. La lumière de la télévision éclairait ma chambre. Nous étions en train de dormir et à peu près à 2 h du matin, ma sœur et moi nous sommes réveillés en même temps, face à face, les yeux bien ouverts. Quelques secondes plus tard, un bruit pas possible venant de la cuisine nous a fait sursauter. Notre tête de lit donnait visibilité sur le long couloir et sur une partie de l'entrée de la cuisine. D'ici, aucune lumière n'était visible. J'essaye de rassurer ma sœur comme je peux que c'était peut-être papa. Il n'aime pas aller aux toilettes au rez-de-chaussée. Il s'est peut-être cogné et a renversé ou fait tomber quelque chose vu qu'il n'y a pas de lumière. On décide de se lever. On traverse le long couloir sur la pointe des pieds en évitant de se regarder dans le grand miroir. J'allume la lumière de la cuisine. 3 des placards étaient complètement renversés sur le carrelage. J'avance un peu, personne aux toilettes. Nous décidons de descendre au rez-de-chaussée pour demander une explication pour le bazar mis à l'étage. Mais nos parents dorment à point fermé. Nous remontons par le grand escalier, mais ma sœur ayant un gros coup de pression derrière moi, nous courons jusqu'à la chambre et fermons la porte. Nous commençons à entendre des pas dans le couloir qui allaient et venaient, et surtout qui allaient dans la chambre de ma sœur qui était mitoyenne à la mienne. La mienne était la toute dernière au bout du couloir. À 2 doigts du malaise, je mets une chaise sous la poignée de ma porte et je recule. Le dessous de porte laissait passer la lumière. J'attends donc. Ma sœur sous la couette tremble de peur. Les pas se rapprochent de la chambre encore une fois.
Nous voyons l'ombre passer sous la porte. Cette nuit-là, nous n'avons pas dormi. Nous avons attendu que mon père se lève à 5h30 pour aller travailler. Autant vous dire que nos parents se sont un petit peu moqués de nous ce matin-là. Pour eux, c'était sans doute un chat. Cette année-là, mes parents ont pris la décision de faire construire une maison. Il se passe un peu de temps. Nous partons en vacances à la mer en Espagne, comme chaque été. Nous demandons à notre grand-oncle de venir arroser les plantes et donner des croquettes aux chats pendant notre absence. Les vacances se passent bien. Nous rentrons en France et à notre arrivée à la maison, sur la terrasse, les gamelles sont vides et les plantes ont l'air de faire un peu la tête. Nous passons un coup de fil à mon oncle pour qu'il passe boire un café. Il arrive, il s'installe et on lui explique qu'on a trouvé les gamelles vides et les plantes un peu sèches. Et il dit ne pas comprendre. Nous sentons alors une certaine incompréhension sur son visage et il nous dit « Mais je ne comprends pas, vous me faites une blague là. La semaine dernière, pendant ma course à pied, je suis passé devant la maison et à l'étage à la fenêtre du salon, quelqu'un m'a fait coucou. » Et voilà, c'est comme ça que se finit ce thread. Alors là les petits potes, qu'est-ce qui se passe ? Soit les deux événements sont dissociés entre eux, c'est-à-dire que les bruits de pas que Ezra et sa sœur entendent sont juste un truc très chelou, paranormal ou quoi. Et peut-être que l'autre événement, il y a quelqu'un qui en a profité pour se faire des petites vacances dans cette maison. Ou, eh bien c'est en rapport avec les bruits de pas. Et du coup c'est peut-être paranormal. En tout cas Ezra, un grand merci à toi de nous avoir partagé ton histoire. Allez, on passe directement au prochain thread d'horreur. Bonjour, j'ai 19 ans et je vis loin de chez moi dans un petit studio. Je me lève souvent tard et la semaine dernière je faisais juste une lessive vers 23h. J'ai vu un homme assis dans le hall. Je l'ai vu un peu le soir mais je n'y ai pas beaucoup pensé. Je venais de mettre mes vêtements dans le sèche-linge et j'entends la porte de la buanderie biper. Cela signifiait que quelqu'un entrait. Il y avait l'homme, debout, là sans vêtements à laver qui me fixait. J'ai dû manœuvrer autour de lui et je me suis dirigé vers les ascenseurs. Il m'a suivi rapidement et m'a coincé pour me demander mon Snapchat. J'étais fatigué et je voulais juste retourner dans ma chambre, alors je lui ai bêtement donné. Je pensais qu'il enverrait un petit message et qu'il essayerait de flirter. Et moi, de mon côté, je pensais dire oui, j'ai un petit ami, désolé si tu penses que c'était autre chose. Et on en finirait là. Quoi qu'il en soit, il commence à m'envoyer des messages. C'est plutôt normal. Puis il commence à dire des trucs bizarres comme « Je t'ai vu il y a 1 mois et j'ai été impressionné. J'ai rendu visite à un ami et j'ai séjourné ici. Je t'ai regardé. J'ai remarqué que tu sortais, surtout la nuit. » Il m'a aussi dit qu'il ne restait plus que 5 jours pour lui ici. Ensuite, ça a empiré. Il m'a dit « Je t'aime, je ne peux pas m'en empêcher. » Moi, de mon côté, j'ai essayé de lui dire que j'avais un petit ami. Il m'a alors dit « Mais je ne veux que toi. » Il m'a demandé s'il pouvait venir dans ma chambre et je lui ai répondu que non. Après ça, les choses ont un petit peu dérapé. Il m'a dit qu'il voulait un câlin. Il m'a demandé si je vivais seul et si j'étais vierge. Il n'arrêtait pas de dire qu'il m'aimait et que j'étais parfaite pour lui. J'étais la femme de ses rêves. À ce moment-là, j'ai enregistré tous les messages sur Snapchat. Je lui ai parlé un petit peu plus pour rassembler des preuves afin de pouvoir les apporter à la réception le matin. Il m'a alors dit qu'il me surveillait depuis 1 mois. J'ai alors demandé à mon ami qui habite au 2e étage de venir me conduire à la buanderie. Nous nous sommes assis dans le salon des étudiants et mon ami m'a calmé. Je tremblais d'adrénaline et de peur. Nous l'avons revu dans la buanderie à ma recherche. Mais heureusement, j'avais déjà ramassé mon linge. Je cours dans ma chambre et mon ami me dit que je peux rester dans sa chambre, mais je lui ai dit que ça allait. Je lui ai bredouillé quelque chose comme quoi j'allais juste verrouiller ma porte. Après un petit moment, il est quelque chose comme 1h du matin et j'entends quelqu'un à l'extérieur de ma chambre essayer d'entrer. J'envoie un texto à mon ami pour savoir s'il est à l'extérieur de ma chambre. Là, il m'a répondu que non. Du coup, je suis resté figé. Je ne voulais plus faire un bruit. J'avais vraiment mal au ventre et je me sentais impuissante. Finalement, les bruits se sont arrêtés et la personne est partie. Le matin, j'ai signalé ce gars à la réception. Après ça, je suis resté quelques jours chez mon petit ami. Puis après, je suis allé à Londres pour rendre visite à un autre ami. La nuit dernière, c'était la première fois que je passais une nuit dans ma chambre depuis que c'est arrivé. Et pendant la nuit, j'ai pu entendre des choses bizarres, comme si quelqu'un faisait des allers-retours dans le couloir. J'ai même pu entendre quelque chose comme des grattements sur ma porte. J'ai vraiment peur de ce qui pourrait m'arriver. C'est pas la première fois que quelqu'un essaye de me harceler. Une fois, un gars a essayé de m'embrasser de force dans une discothèque. Depuis ces événements, je suis terrifié à l'idée de sortir de ma chambre après la tombée de la nuit. Je regarde constamment par-dessus mon épaule et je me sens paranoïaque. Voilà, c'est ainsi que se termine ce petit thread d'horreur. Alors oui, je suis d'accord, il n'y a pas de truc concret. Et c'est quand même bizarre, le gars lui dit qu'elle l'obsède. C'est vrai que si le gars arrive à la choper dans la buanderie, malheureusement, j'espère qu'elle sait faire un petit peu d'autodéfense. Parce que le gars, il a quand même un petit brin.
En tout cas, on espère qu'il arrivera rien à cette jeune fille. Allez, on passe maintenant au prochain thread d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Hinata et de son mari Takemichi. Nos petits tourtereaux, eh bien ils sont en vacances à Palerme, en Sicile, dans un hôtel situé en plein cœur du centre-ville. Si jamais, du coup, ils se font des petites vacances en Italie. Voilà, comme ça, tout le monde voit à peu près. À ce moment-là, ils sont à la moitié de leur séjour lorsqu'ils décident d'aller dîner dehors. La soirée se déroule sans encombre. Ils passent vraiment un très bon moment et ils décident de rentrer aux alentours de 2 h du matin. Leur hôtel se trouve dans une rue fermée à la circulation. En journée, c'est animé par les restaurants, mais à l'heure à laquelle ils rentrent, il n'y a plus personne. Enfin, à l'exception d'un couple qui est sur un banc. La femme était une brune très élégante, une robe noire à mi-genou, plutôt sobre. Apparemment, son âge était à peu près de 38-40 ans. L'homme, quant à lui, il était un petit peu plus âgé. Environ 45 ans et il semblait vraiment moins aimable. Il avait un visage très fermé. Bien évidemment, sur le coup, Hinata fait absolument pas attention à ce couple en les voyant assis sur ce banc. C'est seulement après. Nos deux tourtereaux passent à côté de ce couple à pied et pour la première fois de sa vie, elle a ressenti un frisson la parcourant de la tête aux pieds. Là, son cerveau s'est direct mis en mode alerte. Comme si elle avait une mini crise de panique mélangée à une angoisse généralisée inexpliquée. Encore aujourd'hui, elle ne saurait pas expliquer ce sentiment d'insécurité. Au même instant où il dépasse ce couple, ce couple va se lever. Au début, Hinata essaye d'occulter sa paranoïa en se disant que c'est sûrement une coïncidence. À ce moment-là, elle essaye de rien laisser transparaître de ses doutes à son compagnon. Il continue de marcher au moins 500 mètres. Et le couple derrière eux marche toujours à peu près 2 mètres d'eux. Ils arrivent enfin devant leur hôtel et c'est une grande porte en bois massif. En fait, c'est un immeuble qui accueille a priori un autre hôtel. Mais il y a également un cabinet dentaire et peut-être même d'autres appartements. Pour entrer, il faut par conséquent une clé. C'est pas un hall d'hôtel traditionnel. Il n'y a pas de gardien ou de personne à l'accueil. Du coup, quelle est la probabilité pour que ce couple soit dans le même immeuble que eux? Ils vont alors s'arrêter derrière nos tourtereaux, attendant qu'ils ouvrent la porte. À ce moment-là, Hinata se retourne et leur fait un petit sourire assez gêné. La femme, quant à elle, va lui répondre avec un large sourire. Le sourire se veut assez réconfortant. D'ailleurs, Hinata se souvient que cette femme, elle était vraiment belle. Alors que ce qui semble être son compagnon était très distant envers elle. Le mari Takemichi va ouvrir la porte et par politesse, il va laisser passer le couple devant eux. Eux, ils insistent que ça soit nos tourtereaux qui passent en premier. Enfin, de ce qu'ils comprennent étant donné que nos tourtereaux ne parlent pas italien. Ce qui fait qu'en fait, c'est plutôt la femme qui leur fait des signes en mode « ouais, vous pouvez passer ». Mais Hinata, elle leur dit « non, on passe pas en premier nous ». Le couple bizarre passe, ils font quelques pas et ils s'arrêtent face à l'ascenseur. Ils vont alors se retourner de nouveau et demander à notre petit couple de passer devant. Sauf que l'hôtel de Hinata se trouve au premier étage. Du coup, elle refuse et avec son mari, ils vont prendre les escaliers. Je peux vous dire qu'ils se mettent à monter les escaliers en 4e vitesse. Et elle demande à son compagnon d'ouvrir la seconde porte. Et à aucun moment, ils peuvent voir l'ascenseur monter. Du coup, Hinata va directement à la fenêtre de sa chambre et elle peut voir le couple ressortir de l'hôtel et s'éloigner. Autant vous dire que là, elle a aucune explication. Il y a beaucoup trop d'incohérences. Ils avaient forcément quelque chose derrière la tête. Si jamais ils avaient oublié leur clé pour accéder à l'immeuble, comment ils auraient pu savoir 500 mètres à l'avant que eux allaient dans ce même hôtel, ou du moins dans le même immeuble? Et si au grand jamais ils savaient qu'ils allaient dans le même immeuble, normalement ils auraient dû avoir une tête soulagée en mode « ah c'est cool, vous allez dans le même bâtiment que nous ». Ils les auraient pas suivis sans dire un mot. Surtout que quand ils sont sortis du bâtiment, il était plus de 2 h du matin. Pour vous dire, dans cette histoire, il n'y a rien qui va et Hinata, elle en est encore très chamboulée. Surtout, ça faisait plusieurs matins qu'ils prenaient le petit déjeuner à l'hôtel avec les autres clients. Et au maximum, il y a 6 chambres. Et à aucun moment, elle a aperçu ce couple. Elle ne sait vraiment pas ce que ce couple chelou leur voulait. Mais elle pense savoir pourquoi ils n'ont pas été agressés immédiatement dans le hall d'immeuble. Dès que vous rentrez dans ce hall d'immeuble, il y a des écrans qui retransmettent certaines caméras de sécurité. Et du coup, elle pense que ce couple, ils s'attendaient pas à ça. Et il y en a qui font du mal et des fois ils sont un petit peu malins. Du coup, ils ont sûrement essayé de les bloquer dans l'ascenseur. Mais ça, malheureusement, on n'en saura pas plus étant donné qu'il n'y a pas de suite à cette histoire. En tout cas, très chelou. Si vous avez une théorie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour ce qui est de la conclusion, j'ai rien à dire, elle l'a fait toute seule. Allez, on passe au prochain thread d'horreur.
L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Jonathan. Bon, parfois pour simplifier, je l'appellerai John. Son histoire, elle commence il y a 2 ans. C'était justement entre les 2 premiers confinements. À ce moment-là, il était seul dans son petit appartement. Il travaillait sur un projet pour son stage, mais qui le stressait énormément. C'était le début de l'après-midi, à peu près 14 h. Quelqu'un a frappé à sa porte, mais il attendait personne. Il est donc allé ouvrir, et là, c'est un gars qu'il connaissait. Il s'appelle Jim. Bon, il faut savoir que John et Jim, ils ont déjà eu des relations il y a quelques semaines auparavant. Jusqu'au moment où il l'a repoussé sans explication. Ils étaient toujours amis, mais Jonathan il était quand même un petit peu blessé. Il se demande même si Jim il a pas obtenu ce qu'il voulait et que maintenant il est plus du tout intéressé. Mais bon, John n'a pas osé poser la question car il s'attachait un petit peu. Et il préférait attendre que ça se passe, d'autant plus qu'ils allaient forcément se recroiser à nouveau. Puisqu'en effet, Jim il avait récemment obtenu une chambre dans l'appartement d'un de ses amis. La situation était assez cocasse car il était tombé sur l'annonce sans savoir qu'il connaissait les autres locataires. Et son ami à lui ne savait pas qu'il connaissait Jim. Du coup, il savait qu'il allait revoir Jim. Mais il s'attendait pas du tout à le recroiser aussitôt après son emménagement. Et encore moins lors d'une visite surprise de sa part dans son appartement. Il lui a demandé ce qu'il faisait là-bas et Jim lui a répondu qu'il s'ennuyait au dortoir et qu'il n'était que de passage. John il l'a invité à rentrer étant donné qu'il était un petit peu mal à l'aise mais il l'aimait toujours. Et en plus de ça, leur relation elle a cassé mais sans aucune réelle explication entre deux. Ils ont donc parlé pendant un moment de choses anodines. Mais curieusement, il se souvient encore des points principaux. Là, Jim il a voulu lui montrer un nouveau massage, apparemment c'est contre le stress et ça vient de TikTok. Jonathan il le regarde un petit peu, hésitant étant donné qu'il est toujours mal à l'aise. En voyant ça, Jim lui dit mais tu me fais confiance? Et forcément, Jonathan répond bah oui. Il s'est donc assis par terre et Jim lui a touché le dos pendant un petit moment. Et ça a continué une fois qu'il était allongé. Il ne se souvient pas de tout, sauf qu'à un moment donné, le bras de Jim était autour de son cou. À un moment, il pense même qu'il va plus pouvoir respirer. Et justement, bah c'est le blackout. Bon, bien sûr, le souvenir de l'étouffement n'est pas revenu tout de suite. Ça a pris plusieurs mois. Mais j'essaye de vous raconter l'histoire dans l'ordre chronologique. Quand il est revenu à lui, il faisait nuit. Il était toujours au sol, en sang. Là, malheureusement, il se souvient pas s'il avait remarqué une blessure tout de suite. Mais il faut savoir qu'il avait un gros trou au côté droit. Il y avait de nombreuses coupures. Les événements dans sa mémoire sont assez flous. Mais il se demandait une chose, où était Jim et pourquoi il était tout seul. Il est donc allé voir dans le couloir, mais ses clés qui sont normalement toujours dans la serrure manquaient. Il a réussi à trouver une autre paire de clés et il a regardé un petit peu dehors. Après ça, son premier réflexe était de se dire « Ah putain, j'ai quand même mal. Il faudrait peut-être que je pense à désinfecter. » Du coup, il a commencé à prendre une douche. Après ça, il pense qu'il s'est endormi et qu'il a fait des cauchemars où il était torturé ou kidnappé. C'était probablement une façon pour son cerveau d'essayer de l'avertir que quelque chose de grave s'était passé. Il a alors cherché son téléphone qui malheureusement n'était pas dans l'appartement. Et du coup, il était vraiment très confus. Il a alors décidé d'aller se coucher pour reprendre sa recherche après s'être reposé. Il s'est dit que s'il avait encore mal au réveil, eh bien c'est que ça devait être vrai. Il faut vous dire qu'à ce moment-là, dans sa tête, ça paraît très logique. Quand il s'est réveillé, son esprit était déjà un petit peu plus clair. Mais il était toujours pas lui-même. Il était à peu près 20h, 21h, quelque chose comme ça, et il saignait encore. Il a de nouveau cherché son téléphone et il a commencé à paniquer car il ne le trouvait pas. Il a essayé de se calmer. Et après, il s'est dit que c'était probablement là, quelque part. Là, il a pensé à une technique. Il s'est dit qu'il allait demander à quelqu'un de l'appeler. Il est donc allé sur son ordinateur, il a contacté son meilleur ami Tom. Bon, sauf qu'avant de lui envoyer son message, eh bien, fallait bien déverrouiller son PC. Et il a vraiment galéré parce qu'il n'arrivait pas à taper son code. Aujourd'hui encore, John y pense qu'à ce moment-là, il était encore un petit peu drogué. Heureusement pour lui, Tom était en ligne. Il a essayé de l'appeler sur son téléphone, mais aucune sonnerie n'a été entendue dans son appartement. Son pote a dû comprendre qu'il se passait quelque chose de louche étant donné qu'il l'a appelé sur Messenger pour voir s'il allait bien. Et pour vous dire, c'est Tom qui a donné les détails de sa conversation parce que là, franchement, maintenant, il en a aucun souvenir. Son pote lui a alors demandé « Est-ce que c'est Jim qui t'a fait ça ?» Jonathan répond alors « Je sais pas, peut-être ». À ce moment-là, il était clairement dans le déni. Tom a alors appelé la police pour lui. Il ne pouvait pas venir l'aider lui-même car il est étudiant dans une autre ville. Du coup, John il est là dans son appartement. Et il commence à réaliser qu'en fait, il a chamboulé toute cette scène de crime. En essayant de chercher son téléphone, il a tout touché. En plus de ça, il a pris une douche et il s'est endormi. Les policiers sont alors arrivés sur place et ils ont pu voir l'étendue de ses blessures. Ce qui fait que les policiers ont contacté des ambulanciers. Et justement, c'est au moment où les ambulanciers l'ont pris en charge qu'il a commencé à avoir mal. Une fois à l'hôpital, il a dû subir une intervention chirurgicale à la suite de cette agression. Apparemment, il avait un trou dans le foie, un pneumothorax et il saignait énormément. Heureusement pour lui, ses autres organes n'ont pas été touchés. Pendant qu'il était à l'hôpital, les policiers sont venus prendre sa déposition et ils ont arrêté Jim.
Une semaine après cette agression, quand il est sorti de l'hôpital, la première mauvaise nouvelle a été que les policiers n'ont pas pu récupérer les enregistrements des caméras de surveillance de son immeuble, puisque malheureusement les bandes vidéo se sont auto-effacées étant donné que les démarches ont été trop longues. Le jour après qu'il soit sorti de l'hôpital, eh bien la police chargée de l'enquête lui a dit que bien sûr Jim a nié avoir été chez lui ce jour-là. Et malheureusement, personne d'autre n'était dans son appartement pour confirmer qu'il était bien chez lui toute la journée. Les policiers lui ont donc dit que c'était tout pour l'instant, qu'il devait rentrer chez ses parents et faire une petite thérapie. Vraiment super comme aide. Il a alors attendu pendant longtemps. Après ça, il a réussi à faire des analyses ADN dans son immeuble. Puisque sans vidéo ni témoin, c'est le seul moyen de prouver que c'était Jim son agresseur. Ou du moins qu'il était dans son appartement ce jour-là. Il a fallu 1 an et demi pour obtenir le verdict du procureur. Et malheureusement, pas de suite à ce procès. Aucun ADN identifiable autre que le sien n'a été trouvé sur la scène de crime. John il s'en veut un petit peu puisqu'il se dit qu'il a probablement tout détruit en prenant sa douche. Donc voilà, malheureusement, ils peuvent pas poursuivre l'enquête. Et Jonathan, il a pas pu prouver que c'était Jim son agresseur. Malheureusement ou heureusement, il a aucun souvenir de l'agression elle-même. Et il se dit qu'il retrouvera jamais ces souvenirs-là. Par contre, il n'y a aucun doute pour lui, c'est bien Jim qui lui a fait ça. Aujourd'hui, il va beaucoup mieux même s'il souffre de syndrome post-traumatique. Pendant un petit moment, il n'arrivait plus à boire d'alcool étant donné que la sensation d'ivresse, ça lui rappelait le moment où il était inconscient. En vrai de vrai, ça le rend malade de savoir que Jim est libre dans sa vie et qu'il peut blesser d'autres gens comme ça. Effectivement, je suis totalement d'accord pourquoi ce gars-là est dans la nature à se balader, il met des petits coups de couteau. Pour vous dire, Jonathan, il a eu beaucoup de chance. Je sais même pas comment il a réussi à pas se vider de son sang. En tout cas, c'est un Français qui a écrit ça sur le Reddit anglais, donc si jamais tu passes par là, force à toi. Et voilà les petits potes, j'espère que vous avez kiffé ces threads d'horreur. Si c'est le cas, vous connaissez le meilleur moyen de soutenir, c'est un petit pouce bleu et un abonnement. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.